On aimerait voir le président de la République donner ce conseil, par exemple, à Brenda ou à Junior. On aimerait voir le ministre Jacques Famoundogo donner ce conseil à son fils Hector, en lui disant, mon fils, laisse la magistrature suprême, laisse l'administration territoriale, laisse l'enseignement supérieur et va faire l'agriculture comme Aristide Mono en Cotin. Une pré-campagne électorale. On a envoyé le MINAT en mission avancée, aller d'abord calmer la situation. Malheureusement, je ne sais pas si le MINAT a fait le bon rapport au SGPR pour lui dire que ce n'est pas le bon moment d'arriver. Insensé. C'est quand même insensé. Et si cela a été fait, c'est parce qu'on était beaucoup plus dans le proving. On était beaucoup plus dans le proving. Ça veut dire que le SGPR voulait démontrer sa capacité à pouvoir fréquenter toutes les régions du Cameroun avec tous les youyou qui vont avec ou avec tous les applaudissements qui vont avec. L'image forte que vous retenez au sortir de ce que j'ai envie d'appeler le pèlerinage dans le grand nord du Cameroun, dans le siège justement de cette mission de sensibilisation, d'inscription massive sur les listes électorales. Première remarque, ou première chose qui nous a choqué, c'est qu'il y a une masse importante qui n'est pas détentrice d'actes de naissance. Beaucoup de Camerounais de ce côté n'ont pas d'acte de naissance et par conséquent, on ne sait pas s'ils sont juridiquement des Camerounais. Ça pose problème. Deuxième élément qui est en fait la suite logique de la première observation, c'est que beaucoup n'ont pas de carte nationale d'identité. Un autre élément qui nous a marqué, c'est le fait qu'on rencontre une population assez politisée, assez engagée. Cependant, leur circonscription d'expression politique se limite beaucoup plus au niveau local, au niveau régional. Et le niveau national est quasiment abandonné, suivant la logique selon laquelle faites vos choses là-bas au sud. Donc il y a une certaine préservation en cours du sanctuaire nordique qui est porté par une bonne partie de l'élite du jeune, qui pense aujourd'hui que si au niveau national les choses sont bâclées, au niveau local ça sera un peu compliqué. On a également observé le fait qu'il manque d'acteurs à même de pouvoir transformer les frustrations ou alors les indignations des populations de cette région en ressources politiques ou essayer de les canaliser afin que cela soit posé en termes politiques qui se réclament avoir leur bastion ou pour reprendre l'expression consacrée, leur socle granitique dans cette partie du pays. Non, socle granitique, peut-être au niveau des élites qui tirent largement profit de l'encapsulation ou de la prise en otage de la masse suivant des logiques purement nordiques, donc communautaristes. Il y a ceux-là qui ont décidé de faire de cette région une réserve de bétail électoral à des fins de transactions politiques avec Yaoundé. Je parle là de ceux qui sont membres du gouvernement, qui sont députés, qui maintiennent la population dans une sorte de prise d'otage en leur faisant croire qu'ils sont à même de pouvoir défendre leurs intérêts au niveau national. Pourtant, ils viennent à Yaoundé pour dealer pour leur propre compte. Et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, il y a un éveil, un sursaut, d'ailleurs on en parlera tout à l'heure, un sursaut politique, un éveil politique, mais qui ne se dégage pas encore au niveau national, mais au niveau local, je peux vous dire avec beaucoup de certitude qu'il y a une révolte nordique qui est en cours. Alors maintenant, sur l'activité qui vous a amené dans cette partie du pays, lorsque vous faites le bilan aujourd'hui, est-ce que vous en êtes satisfait malgré les autres oui, très satisfait parce que déjà nous avons bénéficié de l'attention de toutes les couches qui ont été ciblées par notre modeste initiative. Nous avons vu des populations, ce que j'appelle généralement les en bas d'en bas. Nous avons vu des leaders d'opinion locaux, des acteurs de la société civile locaux qui nous ont accueillis avec beaucoup d'émotion. On a également vu les autorités administratives. Tous les préfets que j'ai eu à solliciter de ce côté m'ont ouvert rapidement leurs portes. Nous avons eu des discussions franches et personne n'a opposé l'éternel ou ce qu'on évoque généralement en termes de tentatives de subversion ou tentatives de déstabilisation. Je crois que ça s'est passé de manière républicaine avec les chefferies traditionnelles. Par exemple, l'Amido de Mokolo qui nous a reçus et qui a accepté de faire un peu de branding avec nos petits gadgets de sensibilisation. Donc il faut dire que sur le terrain, nous n'avons pas vraiment rencontré une certaine adversité, mais je ne crois pas que cela pourrait être possible pour les autres acteurs parce que c'est un peu compliqué pour des partisans. Mais pour les leaders d'opinion, la société civile, lorsqu'on sait que vous êtes porteur de projections potables, je crois que les portes vous sont ouvertes. À Kolofata, par exemple, nous avons été reçus par le maire, qui est par ailleurs
colonel à la retraite. Nous avons également bravé beaucoup d'obstacles. Nous sommes allés, je parlais de Kolofata. Kolofata, c'est une zone qui est exposée aux enlèvements des présumés Boko Haram. Nous sommes allés du côté de Gansé la veille. Boko Haram, les présumés Boko Haram étaient arrivés attaquer les populations pour leur arracher leur bétail. Nous avons également bravé d'autres intempéries liées aux infrastructures. Je parle d'intempéries parce que en fait, on a l'impression que c'est une malédiction naturelle. On ne comprend pas pourquoi les routes de ce côté-là ne font pas l'objet d'une attention particulière des pouvoirs publics ou du ministre en charge des routes. Pour faire, par exemple, Yagua-Maroua, moins de 100 km de route, vous quittez à 19h, vous arrivez autour de 2h du matin. Vous pouvez faire la route Kousséri-Maroua, vous quittez autour de 7h30, vous arrivez vers 20h à Maroua pour une route qui totalise moins de 250 km. Donc c'est un peu complexe, mais sinon on a tenu le pari, on a atteint nos objectifs. Maintenant aux acteurs politiques partisans qui doivent bénéficier de cet apport ou alors aux populations de pouvoir les capitaliser. Alors je m'en voudrais de sortir cet échange avec vous, Alice Mouno, sans vous poser la question que beaucoup se posent, surtout dans l'espace politique. Qui est derrière vous et qui vous donne l'argent pour faire ce périple? Je crois que c'est une question qui me permet de me dédouaner aussi, parce que dans l'imaginaire collectif, on a toujours pensé que l'altruisme ne peut pas exister chez les acteurs publics et que les choses ne peuvent se définir qu'en termes de petits calculs politiciens ou alors en termes de prise en otage par des réseaux, que ce soit des chancelleries, que ce soit des organisations internationales ou alors les partis politiques. Je vais vous prendre un exemple simple, M. Duval-Fangwa. Lorsque une jeune fille qui n'a aucun salaire, qui ne produit rien du tout, balance sur les réseaux sociaux sa perruque achetée à 150 000 francs, 200 000 francs, je crois que cela n'émeut personne. Mais il suffira que Aristide Mono puisse mobiliser 100 000 francs pour avoir 500 stylos estampillés. Inscrivez-vous d'abord. On va croire que pour les avoir, il a dû peut-être signer un pacte de nuit avec une organisation politique, une chancellerie. Donc ce sont des choses qui sont faisables au niveau de l'hébergement. Je prends à témoin mon binôme Raoul Lomopi, syndicaliste qui est connu des médias ici à Douala. Il vous dira que tous les hôtels où on a dormi, c'était pratiquement 5 000 francs la nuitée. On recherchait les hôtels d'en bas, donc 5 000 francs. Et comme on était au nombre de 4, j'avais un community manager, un preneur de photos et mon binôme Raoul Lomopi. On dormait 2 par chambre. Donc vous voyez qu'il y avait des chambres de 12 000, des chambres de 30 000 francs, mais on cherchait des chambres de 5 000. À Maroua, par exemple, on dormait à Pala, chez mon ami Rudolphe qui est enseignant. De ce côté-là, on dormait sur le tapis à Maroua. Le seul lieu où on a trouvé un hôtel un peu confortable, où on a bénéficié d'un hôtel confortable, c'était Mokolo, parce qu'il y a mon ami Flem Gabay qui est conseiller régional UNDP qui a fait la réservation. Donc, il a fait la réservation et nous on est venu payer. Donc il a fait la réservation croyant qu'on était vraiment il fallait qu'il cherche un hôtel à la hauteur, mais il ne savait pas que nous on ne cherche pas les hôtels à la hauteur de nos noms, mais plutôt à la hauteur de nos bourses. On était obligé de payer la chambre à 12 000 francs et c'était vraiment énorme. Vous voyez. Je reviens à vous. Sur cette question-là, est-ce qu'il y a pour vous comme une sorte de presse qui couvre et qu'il faut rapidement éteindre? Exactement. Comment dans cette partie du pays? Oui, je l'ai évoqué tout à l'heure. Nous, à partir du Sud, sommes souvent nous brillons par une certaine légèreté lorsqu'il faut parler des problèmes des populations du Grand Nord et de l'extrême Nord en particulier. Beaucoup n'ont même pas encore mis pied à Bertoua ou à Ngaoundéré, mais ils construisent des discours totalement apolitiques ou des discours totalement définitifs sur cette région. Ce que nous on observe, excusez, ce que nous on observe depuis qu'on fréquente cette région depuis 2018 de manière assidue dans le cadre de la recherche ou dans le cadre des missions citoyennes, il faut dire qu'il y a une adversité qui se lie dans les regards, il y a une certaine hostilité. Si on revient aux derniers événements, on a d'abord eu la question des éléphants de Kalfou. Les éléphants, qu'est-ce que ça pose comme problème? Parce qu'il faut que nous du Sud le sachions. Les éléphants bloquent la route. Ça veut dire des colonies d'éléphants, 100, 200 éléphants bloquent la route. Vous ne pouvez pas attaquer les éléphants. Forcément, c'est terminé. Vous attendez que ces éléphants se lèvent. Le moment venu, entre-temps, l'axe est bloqué. Et à Yaoundé, on dort tranquillement. Les éléphants viennent détruire les maisons, les cases avec des pailles, avec leurs longs tuyaux. Ils enlèvent les toitures et détruisent des habitats. Dieu seul sait ce que ça coûte pour refaire ces habitats, pour ces populations qui sont dans la misère.
Troisième gaffe causée par les éléphants. Les éléphants viennent consommer toutes vos réserves. Ça veut dire que ce soit l'eau, que ce soit. Les éléphants finissent de tout saccager. Or, on sait que de ce côté-là, on stocke pour toute une année en attendant la prochaine saison. Ce que ça peut causer. Ce problème n'est pas résolu. Comme le notait Edmond Kamgia, on préfère préserver les éléphants, les animaux, en lieu et place des humains. Ça signifie qu'on n'arrive pas à comprendre ces humains. Maintenant, le problème des jaguars. Parce qu'il y a eu le problème de Carrefour. Le problème de Carrefour, on peut l'associer alors au problème de Guidigis, qui est donc lié à cette canalisation des déplacements des éléphants. Allons à Yagua. À Yagua, vous avez une partie de la localité qui vit sous le poids de la non-matérialisation de la digue, la non-construction de la digue. Ça veut dire que des populations de plusieurs quartiers qui se lèvent un matin comme ça, ils sont obligés de commander les pirogues pour pouvoir se déplacer. On part pour arranger le pont, on fait quelque chose avec les planches et on présente ça à la télévision, on dit qu'on a résolu le problème. Au lieu de résoudre le problème de la digue, on préfère porter l'argent liquide pour aller donner 120 000 francs et après négociation, on monte à 200 000 francs. Et lorsqu'on part même pour aller négocier avec les employés de la CEMRI, le directeur de la CEMRI, qui est par ailleurs président d'une section du RDPC, fait venir plutôt les militants en lui et place des employés et montre en Congo, il dit en Congo que voilà des employés qui vous ont accueilli en applaudissant. Pourtant, ce sont plutôt les militants du RDPC qu'on a mobilisés sur place. Maintenant, pour aller à Kousseri. À Kousseri, nous, on est passé par Bongo, donc au Tchad, pour venir prendre l'embrassement du pont Guili et arriver à Kousseri. Ça veut dire pour circuler dans notre pays, entre deux points d'une même région, on sort d'abord de notre pays pour aller dans un autre et revenir dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'on fuit les plus de 6 heures de route Yagua-Marwa et les plus de 12 heures de route Marwa-Kousseri. Et maintenant, quand le ministre Ngongo arrive, il ne prévoit pas une discussion avec des forces vives qui étaient là depuis 8 heures du matin, en train de l'attendre, comme on nous faisait souvent à l'école primaire, au défilé, on attendait le sous-préfet plus de 4 heures. Ça veut dire que vous faites attendre des élus, des élites, des gens qui représentent leur communauté, vous leur faites cela pendant plusieurs heures et vous espérez quoi à la fin? Et à la fin, le ministre Ngongo arrive, il part visiter le pont Anglais. Je ne sais pas quel était l'enjeu en fait de cette visite. Parce que moi nous sommes passés à plusieurs reprises, on a été invités par la communauté camerounaise du Tchad. Donc ça veut dire que nous sommes d'abord ancrés à Kousseri, nous sommes ressortis, nous sommes encore ancrés. Nous n'avons pas vu vraiment un problème. On ne comprend pas en fait l'enjeu de la visite de ce pont. Mais le ministre Ngongo compte requitter la ville de Kousseri sans rencontrer les populations. Et les populations du Logon et Chari, donc le chef-lieu et Kousseri, vivent la misère également. Il y a des inondations dans des quartiers comme Madagascar. Il y a le terrorisme qui sévit toujours dans cette partie du Cameroun, contrairement à ce que certains peuvent dire sur les plateaux. On a prévu aller à Ila Alifa. Les autorités sécuritaires locales nous ont dit, ce n'est pas notre affaire. Si vous partez là-bas, vous risquez péril. Nous allons partir à Fotokol. Fotokol, pour arriver à Fotokol, quittant Kousseri, et à un moment, il faut prendre la pirogue pour arriver à Fotokol. Et à Fotokol, on vous dit avant 16 h, retournez. Et si à Fotokol, il y a déjà ce problème, imaginez les autres qui sont au-dessus. Ça veut dire Dara, Langwa et le lac. Imaginez ce qui se passe là-bas. Ça veut dire c'est l'insécurité. Alors, un RGPR, qui est représentant du chef de l'État, estime qu'il peut arriver dans un département comme celui-là et repartir sans avoir eu une discussion avec des élites. C'était quand même mal pensé de la part du protocole. Aristide, est-ce que c'était dans son programme la question? Je ne sais pas si ça doit être dans son programme, mais je crois que c'est une urgence, c'est une obligation. Ça veut dire que vous ne pouvez pas arriver, par exemple, chez une de vos tantes qui vit le malheur, qui vit la misère, et vous arrivez chez elle dans son village où elle est partie en mariage, et vous estimez que vous voulez juste voir comment sa maison a été réhabilitée ou alors comment sa maison s'est cassée, et vous n'avez aucune discussion avec elle, mais c'est quand même insensé. C'est quand même insensé. Et si cela a été fait, c'est parce qu'on était beaucoup plus dans le proving. On était beaucoup plus dans le proving. Ça veut dire que le RGPR voulait démontrer sa capacité à pouvoir fréquenter toutes les régions du Cameroun avec tous les youyous qui vont avec ou avec tous les applaudissements qui vont avec. C'est une pré-campagne électorale. On a envoyé le MINAT en mission avancée, aller d'abord calmer la situation. Malheureusement, je ne sais pas si le MINAT a fait le bon rapport au RGPR pour lui dire que ce n'est pas le bon moment d'arriver. Et il est donc venu, il voulait jouer, je ne sais pas quelle expression il faut utiliser, il voulait bifurquer.
jouer seulement sur les images qu'on allait tambouriner au niveau des chaînes nationales, des médias gouvernementaux pour dire non, le SGPS est un homme relax, vous l'avez vu à Yagua, vous l'avez vu à Kalfou, vous l'avez vu à Kaile, vous l'avez vu à Gidigis, vous l'avez vu à Kousseri. Donc on était dans un proving pur et simple. La preuve en est que lorsque le ministre arrive à Marwa Salak, qu'est-ce qu'il fait à Marwa Salak? Il fait d'abord une sorte de revue des groupes. Il n'est pas président de la République. Je ne sais pas si on fait cela aussi au Premier ministre. Ça veut dire qu'il arrive à Marwa Salak, on bloque d'abord tout et puis on fait une revue. Non. Donc je crois que les élites de l'extrême nord ont compris l'enjeu. Ils ont compris d'abord le jeu et ils ont compris l'enjeu et ils se sont dit, si c'est pour cet enjeu qui rentre dans le cadre de la conservation du pouvoir en 2025 par les héritiers, parce que Paul Biya ne veut plus le pouvoir. Là, il faut... Donc, je ne sais même pas s'il pense encore au pouvoir. Ce sont les héritiers qui disent, prends, et puis on va encore utiliser ce pouvoir pendant 7 ans, comme cela a été fait, pendant ces 7 ans qui sont en train de s'achever. Donc, j'aimerais vous faire savoir que l'extrême nord, qui était utilisé comme bastion ou réserve électorale pour le RDPC, cet extrême nord-là a une nouvelle élite. Une élite jeune qui est en train de se renouveler, qui se sert des réseaux sociaux ou des faveurs des réseaux sociaux et qui est désormais prête, cette élite-là, à renverser les caciques, ça veut dire leurs pères, qui sont obligés de produire le résultat. Ce que ces maires RDPC ont fait hier, c'est sous la pression de ces jeunes élites, de cette jeunesse extrême nordiste qui est en train de se lever. Et ne soyez pas surpris qu'un jour que vous entendiez par exemple que monsieur, c'est lui qui a l'UNDP là, il s'appelle qui Bello Bouba. Que Bello Bouba. Oui, que Bello Bouba a été renversé de la tête de l'UNDP. Il aura la pression. En 2025, Bello Bouba va expliquer à ces jeunes qui croient en l'UNDP, qui sont à l'UNDP, militants fervents, croyants en l'UNDP, il va falloir que M. Bello Bouba leur dise pourquoi l'UNDP n'a pas le droit d'avoir un candidat à la présidentielle. Donc il y a trop de pression. Il y a une plateforme RDPC UNDP. Non, cette plateforme-là, il faut soutenir le non, cette plateforme-là, je vous le dis, cette plateforme aujourd'hui en l'état, cette plateforme-là sera en tout cas, on poussera M. Bello Bouba à déconstruire cette plateforme parce qu'il va falloir qu'il présente le bilan ou le résultat en dehors de son seul positionnement à la tête au gouvernement. Alors, Aristide Molo, il y a effectivement dans le discours du chef de l'État cette occurrence qui a provoqué une polémique sur la toile. Je partage avec vous, n'est-ce pas, cet extrait-là. Le chef de l'État dit, pourtant, l'emploi salarié, et vous le savez, n'est pas le seul moyen d'insertion dans le marché du travail. Il existe d'autres voies. Je vous exhorte, une fois de plus, à saisir les opportunités qu'offrent les domaines tels que l'agriculture ou l'élevage. Le parcours de Samuel Tony Obambikwe, qui a créé une industrie agricole, ou encore du jeune Tata Bakari, aujourd'hui à la tête d'un important complexe fermier, devrait vous inspirer. Alors, deux noms qui ont été cités dans le discours du chef de l'État, mais qui sont sujets à polémique, notamment le cas de Tony Obambikwe. Et en fouillant, on est tombé sur une sortie. C'est une correspondance du préfet de l'Océan, Noubelo, s'adressant au gouverneur de la région du Sud. Et dans cette correspondance-là, qui date du 17 décembre 2024, adressée au ministre de l'Agriculture. Ah, il y a deux correspondances. Il y a une qui est adressée au gouverneur de la région du Sud. Il y en a une autre qui est adressée au ministre de l'Agriculture. Donc celle du 17 décembre 2024, c'est bien celle adressée au ministre de l'Agriculture. Sous couvert le gouverneur. Sous couvert le gouverneur, voilà, merci. Et il y a donc cette phrase-là qui a fait le tour de la toile. Le centre d'incubation de la filière banane-plantain du Cameroun, créé par M. Samuel Tony Obambikwe à Bébé, dans l'arrondissement de Lokoundé, semble être une organisation taillée sur mesure pour aboutir à des desseins malsains. Depuis sa création, ce centre aurait bénéficié de plusieurs centaines de millions d'appuis et de subventions diverses provenant de structures étatiques, privées et autres organisations non gouvernementales. Pourtant, cette structure n'existe que sur le papier et n'exerce aucune activité visible sur le terrain. C'est peut-être cela qui conduit la conseillère régionale du Sud à dire que c'est de la fémania. Alors, si on s'en tient au propos de Mme Cathy Meba, qui est la nièce du président de la République, qui a découvert cette polémique présentant le chouchou du président comme quelqu'un qui opère plutôt dans la fémania, on peut dire que le président suggère aux jeunes d'emprunter la voie de la fémania. Oui, mais là, non, enfin, ils ont trompé le président. Le journal du Messager dit qu'ils ont menti au président de la République. On ne sait pas. Bon, moi, j'accorde une présomption de vérité
à ce que le président a dit. Et j'accorde également une présomption de vérité à ce que Mme Katim Bassaniès dit. Donc on peut juste pour extrapoler, on peut dire que le président le suggère de suivre la voie de ce jeune, c'est-à-dire la voie de la Fémania. Mais pour être un peu sérieux, Monsieur Duval Fangwa, il faut quand même dire que le président de la République est dans un discours de dupe. Dans un discours de dupe, il a toujours tenu ce type de discours qui vise à faire accepter aux enfants des pauvres Camerounais l'inacceptable. Le cas de l'agriculture comme modèle de reconversion, en principe, ça ne devrait pas poser problème parce que, comme je l'ai rappelé en semaine, il est difficile pour un État d'absorber toute sa masse de chômeurs. Et il est aussi important de converger vers des domaines qui ont beaucoup plus, qui génèrent beaucoup plus de bénéfices. Je l'ai dit, au lieu d'être enseignant vacataire, prof d'histoire dans un lycée de Brousse, CS de Brousse, où on vous paye 36 000 francs, il serait important peut-être de faire des champs de maïs ou de devenir vigneron. Ça paye un peu plus que cela. Donc, suivant ce principe, on peut dire que le président de la République a donné un bon conseil. Mais à la réalité, on se rend à l'évidence qu'il s'agit d'un discours de dupe. Pourquoi les fils des pauvres diplômés doivent se reconvertir et pas les fils des en haut d'en haut? On aimerait voir le président de la République donner ce conseil, par exemple, à Brenda ou à Junior. On aimerait voir le ministre Jacques Famondongo donner ce conseil à son fils Hector, en lui disant: mon fils, laisse la magistrature suprême, laisse l'administration territoriale, laisse l'enseignement supérieur et va faire l'agriculture comme Aristide Mono en Cotin. On aimerait aussi entendre le président dire ça. Pourquoi ce sont les fils des pauvres qui doivent aller faire l'agriculture et non les fils des riches? Je crois que l'État, d'une manière ou d'une autre, est en train de vouloir faire accepter à la jeunesse ce qu'elle ne devrait pas accepter. Si les temps sont durs, ça devrait être dur pour tout le monde. Si les temps sont favorables, ils devraient être favorables pour monsieur tout le monde. Maintenant, pour ce qui est du discours en lui-même, la fois passée, nous nous sommes offusqués du fait que le président de la République utilise le discours de fin d'année, le discours à la nation, qui est toute une institution, pour insérer ses ambitions politiciennes. Lorsque le président de la République s'adresse à la nation, il s'adresse à cette nation en tant que chef de l'État du Cameroun et non en tant que président du RDPC, futur candidat de ce parti. S'il utilise les institutions républicaines, les espaces républicains, pour pouvoir insérer ses agendas politiques, ça devient une récupération, un accaparement des institutions de l'État à des fins purement partisanes ou des fins privées. Lorsque le président de la République s'adresse à la nation, à la jeunesse, il s'adresse en tant que président de tous les jeunes et non président des jeunes du RDPC ou président qui n'aiment pas les jeunes de l'opposition. On avait posé ce problème. Ouais. Deuxième élément, rapidement, Duval, c'est que le 31 décembre 2024, il y a une tendance du RDPC qui nous fait savoir que le président de la République n'a pas annoncé sa candidature et qu'il n'aimerait pas être président. Mais à écouter le ministre Ngongo, l'autre jour au Palais des Sports, il nous confirme que le président de la République sera candidat et que les jeunes ont pris l'engagement de payer sa caution. Ce n'est pas lui qui confirme, c'est le président de l'OG national de l'OG. Je dis, monsieur, j'ai écouté, c'est l'une des rares fois, c'était l'une des rares fois que je suivais un apparatique du RDPC, parce que non, je dis bien, le ministre Ngongo a dit aux jeunes que Paul Biya est leur candidat en 2025 et que les jeunes ont pris l'engagement de payer sa caution. Alors ça pose un problème entre le discours de M. Grégoire Owona, le discours de M. René Sadi, qui estime que le président ne s'est pas encore prononcé, et le discours de Manaou Damalachi et le discours de Ngongo qui disent que le président de la République est candidat. Ça pose problème. Finalement, qui a la vérité? Qui dit la vérité entre les différentes tendances? Ce qui trahit donc, en fait, aujourd'hui, cette dissension assez flagrante entre les fils et les héritiers du renouveau. Est-ce pour cela que le ministre Ngongo a donc décidé de lancer rapidement l'offensive et de prendre le dessus sur ceux qui pensent que Paul Biya doit encore attendre? C'est une interrogation à prendre au sérieux. Alors, le chef d'État a justement à avoir des informations fiables qui lui permettent de tenir un discours franc. Le chef d'État, j'ai failli dire le pauvre, il dit qu'il va toujours tenir le langage de vérité. Et c'est justement sur ce coup-là qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Mais on ne peut pas tenir le langage de la vérité quand on est déconnecté. Ça s'appelle être déconnecté. Moi, je vais vous dire un truc. Vous avez dit peut-être qu'il se serait limité à un seul. Un seul, non, oui. Voilà. Bon, moi, je le dis de manière sincère et sans ironie.
Il avait même un cas de réussite à côté de lui. C'est-à-dire sa propre fille, elle a réussi brillamment les armes, et puis après elle a estimé que ce n'était pas le chemin, elle peut se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle a ouvert une boutique chic à Yaoundé. J'ai eu l'occasion de passer devant la boutique. Il n'avait pas eu besoin d'aller chercher loin. Non mais quand on est déconnecté... Oui, mais sauf que M. Talent, son humilité et sa sobriété, oui. Et vous savez, le mot est haïssable, donc on peut considérer... Non, mais c'est sa fille, c'est pas lui. Non, c'est sa fille. Et rapidement, je crois qu'on doit insister sur cela lorsque le président de la République essaie de jeter ses adversaires à la vindicte populaire, les voix hégémonie. Chacun de nous peut se faire sa part de bilan, savoir qui a été auteur des crises sécuritaires au Cameroun, nord-ouest, sud-ouest ou encore extrême-nord, qui a été à l'origine des crises économiques connues par le Cameroun, qui a été à l'origine de l'état de délabrement des infrastructures, qui est à l'origine des délestages aujourd'hui, qui est à l'origine du manque d'eau dans les ménages, qui est à l'origine du complot avec les puissances étrangères pour piller le Cameroun, qui est à l'origine des marchés passés non exécutés ou mal passés. Il faut que chacun de nous, en 2025, fasse ce petit bilan, et avant cela, que nous soyons sûrs d'avoir dans nos poches nos cartes d'électeurs. Et en parlant de cette carte, je dirais, avec votre permission, Duval Fangwa, que notre objectif sur le terrain, lorsque je parle de notre, c'est pour ne pas utiliser le moi égoïste ou narcissique. Pour dire qu'Aristide Mono qui va sur le terrain, c'est le leader d'opinion qui décide individuellement, personnellement, d'aller sur le terrain, aller faire ses photos challenge afin de booster la sensibilisation. Et à côté, s'il y a possibilité de travailler avec les comme nous le font, s'il y a possibilité de travailler avec un parti politique. Merci à Aristide Mono, merci d'être venu de Yaoundé pour participer à cette émission.